présenter un article qui s'appelle Delayed Stenosis Regression After Blood-Coated Balloon Angioplasty for Femoral Artery Lesion. Donc, c'est un article qui a été publié dans Heart and Vessel en 2021, d'une équipe japonaise. Donc, pour introduire la thématique, donc là, on parle de ballons actifs, donc c'est les DCB en anglais. Donc, ces ballons actifs, en fait, sont recouverts d'une substance qui a des propriétés antiprolifératives, très régulièrement du paclitaxel, et donc là, on va parler de paclitaxel. Son moyen d'action, en fait, c'est de diminuer l'hyperplasie myointimale en diminuant la prolifération cellulaire, notamment au niveau des cellules musculaires lisses de la paroi artérielle et de la média. Le principe de l'angioplastie, donc, c'est de dilater l'artère cible, de dilater d'éventuelles plaques et de traiter éventuellement aussi des dissections en réaccolant le flat intimal. Dans ce qu'on sait dans la littérature, donc la comparaison entre les ballons actifs et les ballons nus, c'est de faire diminuer la rosténose, notamment dans la région fémoro-poplitée. Donc, la thématique en fait de l'article, c'était d'étudier l'effet d'élargissement. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, dans les pathologies coronariennes, il a déjà été mis en évidence que les ballons actifs, ils avaient un effet à distance retardé de dilatation au niveau des sténoses artérielles. Et donc, c'est-à-dire qu'on fait le premier contrôle, on trouve qu'il y a une sténose résiduelle, et en fait, quand on regarde à distance, il n'y en a plus. La problématique, c'est est-ce que ce fait… Dans la rosténose, en fait, il n'y a pas simplement la prolifération, il y a aussi un remodelage constructif fibreux qui est entraîné par la rosténose et qui se voit à 6 mois. Et en fait, l'utilisation de drogues antiprolifératives a aussi une action, pas simplement sur l'action immédiate, enfin en tout cas dans les semaines qui suivent, mais aussi sur cette construction fibreuse qui est un phénomène tardif. C'est pour ça qu'il peut y avoir un effet retardé du ballon actif. Et donc, du coup, la problématique pour cet article, c'est de savoir si cette dilatation retardée, elle pouvait s'appliquer au territoire fémoro-poplité. Donc, l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer l'effet d'élargissement retardé de la lumière artérielle par une analyse rétrospective de suivi échodoppler des sténoses résiduelles après angioplastie fémoro-poplité au ballon actif. La population cible, donc en fait, c'est des gens qui ont traité des lésions fémoro-poplitées de novo, qu'ils ont traité de mai 2018 à juin 2020. En tout, il y avait donc 191 patients qui ont été screenés, et donc 105 parmi ces 191 patients ont été traités par un ballon actif. Le suivi a été réalisé par échodoppler, un échodoppler précoce AJ1 et un échodoppler à 6 mois. Les patients qui étaient inclus, c'était des patients qui présentaient une sténose résiduelle sur le contrôle Doppler à J1 post-angioplastie. Pour les modalités de mesure, donc on a dit que c'était des mesures échodoppler, donc J1 M6 pour le critère de sténose. Le critère de sténose, ils ont utilisé le pic de vélocité systolique, le ratio de ce pic de vélocité, et donc il devait être supérieur ou égal à 2,4. La zone de mesure, en fait, la zone de sténose éventuelle était donc repérée par une mesure assez objective, c'est-à-dire qu'on mesurait la distance entre la lésion et la bifurcation fémorale. Donc, c'était plutôt reproductible de J1 à M6. Et était mesurée la variation d'IPS entre M6 et J1 pour voir un petit peu si, justement, on avait une variation d'IPS entre les deux. Là, vous pouvez voir, c'est des images qu'ils ont mis. En fait, là, c'est le J0, enfin, c'est le J1, où là, il y a une nette accélération de vitesse systolique, et donc une sténose résiduelle. Et donc, sans autre traitement complémentaire, à 6 mois, on n'avait absolument plus de sténose résiduelle et puis un bon index de ratio. Pour l'intervention, donc les interventions, elles étaient plutôt bien décrites et apparemment plutôt reproductibles d'une intervention à l'autre. C'est une étude qui est monocentrique. Tous les patients avaient un traitement préopératoire par une double antiagrégation plaquettaire. Il y avait donc dans tous les cas de l'aspirine qui était associée soit à du Plavix, soit à du Prasugrel.
Le franchissement donc, de la lésion, il devait être intraluminal. Donc, ils étaient avec des guides de raison 0,14 et s'ils sentaient qu'ils passaient en sous-luminal ou s'il y avait des occlusions, ils faisaient un guidage avec la puce. Il y avait une prédilatation qui était systématique. L'utilisation de scoring balloon était donc laissée à la discrétion de l'opérateur, mais répertoriée. Et les angioplasties au ballon actif, donc elles étaient donc systématiquement réalisées en absence de dissection majeure, donc dissection qui limitait le flux. Était utilisé l'impact amiral de Medtronic ou le Lutonix de Bard. Les stenting, donc ils étaient réalisés que s'il y avait une dissection qui limitait le flux, mais il n'y avait pas en gros, il n'y avait pas non plus de mesure de l'impact des dissections objectives, dans le sens où il n'y avait pas de mesure de gradient de pression et l'AIBUS n'était pas utilisé pour prendre la décision de stenter ou pas. J'ai mis la classification là, des différentes dissections, mais là, ce n'est pas vraiment la thématique. En ce qui concerne la population, donc 191 patients traités pour des lésions de novo, fémoro-poplitées. Donc dans ce groupe-là, ils en ont 51 qui ont été sortis de l'étude parce que traités par des ballons nus. Et il y en avait 105 qui étaient traités par des ballons actifs seuls. Et donc parmi ces 105, à J1, il y en avait 26 qui avaient une sténose résiduelle. Et donc ça, c'était la population cible de l'étude. Donc après, suivi pendant 6 mois. Et il y en a seulement 5 qui n'ont pas eu suivi à 6 mois. On va discuter de 21 patients. J'ai refait les tableaux de caractéristiques parce qu'en fait, ils étaient énormes et pas du tout lisibles. Donc, globalement, pour les caractéristiques des deux populations, donc on compare régression versus non-régression de la sténose résiduelle pour voir s'il y a des caractéristiques qui peuvent être associées à l'un ou à l'autre. Donc là, on observait sans différence significative qu'il y avait quand même, dans le groupe régression, un meilleur DFG moyen chez les patients. On peut penser éventuellement peut-être un peu moins d'insuffisants rénaux et des lésions un peu moins calcifiées. Par contre, en termes de patients modélisés, c'était la même chose. On est sur des petits effectifs, donc pas forcément reproductibles. En non significatif, on avait un petit peu plus d'ischémie critique dans le groupe régression. La répartition ischémie critique claudicant, c'était en gros 33% d'ischémie critique et puis tout le reste de claudicant, donc on est sur des populations à peu près classiques. Pas de différence en analyse multivariée pour les stades de Rutherford entre les différents groupes. Était observé une variation de l'IPS significative entre le groupe régression et le groupe non-régression. En même temps, dans régression, on devait vu que la sténose résiduelle a été, s'est améliorée, s'est dilatée, ça paraît à peu près logique qu'on ait un IPS qui s'améliore un petit peu. Mais ça, c'est entre J1 et M6. Ouais, J1 et M6, ouais. Pour l'IPS, ouais. Et ça concerne les 26 patients dont tu parlais. Exactement. Enfin, il y avait les 26 qui avaient la sténose résiduelle et ceux qui n'avaient pas la sténose résiduelle. C'est que sur les 21 en fait. C'est que sur les 21 parce que les autres, on n'a pas suivi à 6 mois. D'accord. Et donc c'est 21 et ils avaient tous une sténose résiduelle ces 21-là. Ah oui, c'est ça. Voilà. Là, on n'a que des effectifs qui avaient une sténose résiduelle après l'angioplastie. Ensuite, pour les caractéristiques, des lésions à l'angiographie. À l'angiographie et puis à l'écho. Donc, on avait donc le pic de vitesse systolique à J1 qui était donc non significatif entre les deux groupes. Donc, en fait, on a deux groupes avec des sténoses résiduelles qui sont homogènes et comparables. Et par contre, à M6, et là c'est logique parce que de toute façon, c'était ce qu'on était censé voir entre le groupe régression, c'est-à-dire on n'a plus de sténose significative et non-régression, on a toujours une sténose significative. On a un meilleur index et significativement plus important, c'est logique. En termes de calcification, sur le contrôle angiographique, après on va revoir sur l'AIBUS, il y avait une tendance à avoir un petit peu plus de calcification sur le groupe non-régression, mais là on n'a pas d'effectif assez suffisant et puis surtout on n'a pas de différence significative. Pareil, c'est l'inverse pour les lésions occlusives et on n'a pas de différence pour les dissections sévères. Ce qui veut dire qu'ils ont traité avec du ballon actif des dissections sévères.
Ensuite, quand on regarde les caractéristiques donc, du geste opératoire, notamment des dilatations, donc les diamètres de vaisseaux étaient moins importants dans le groupe régression. On avait des vaisseaux qui tournaient autour de 4,5 dans le groupe régression et plus proche de 5,5 dans le groupe non régression. Et cette différence est significative. En termes de longueur, il n'y a rien de significatif pour les lésions et en analyse multivariate non plus. Pour le lit d'aval, pas de différence. Quand c'est comme ça, j'ai pas remis toutes les valeurs, mais en fait, c'est parce qu'il comparait il comparait 1, 2, 3 axes. Ouais. Donc, en gros, ils avaient la même pathologie de fond, les patients. L'utilisation de scoring balloon était similaire entre les deux groupes. Et les diamètres de ballon, en fait, on se rend compte, je pense que ce n'est pas applicable en fait, d'utiliser un petit p pour ça, mais c'est que dans le groupe régression, ils dilataient plutôt au 4, et dans le groupe non régression, ils avaient plutôt dilaté au 5. Donc, et en gros, ils sous-dilataient une artère qui était un petit peu plus petite, et ils surdilataient un petit peu des artères un petit peu plus grosses. Alors, en fait, on voit que les artères où il n'y a pas de régression, elles ont cette capacité de s'élargir malgré tout. En fait, le 5,32, c'est le diamètre, c'est pas de la lumière, c'est le diamètre du vaisseau. Et ça montre la capacité. Ouais, c'est le diamètre du vaisseau. Ça montre la capacité de l'artère à s'élargir pour lutter contre le rétrécissement endoluminal. Et ça, en fait, ce qu'on appelle cette constriction positive. L'artère, pour lutter contre un diamètre petit, l'artère, elle se dilate, en fait. C'est le premier réflexe sur une plaque de cellulose. Donc ça, c'est pas très en faveur du côté actif. L'artère est capable de se dilater pour répondre à la sténose, mais sans effet, parce que la sténose est trop importante. Et donc, il n'y avait pas de différence dans les groupes sur la répartition des deux types de ballons actifs qu'on pouvait utiliser. Alors, et ensuite, ils ont utilisé quand même ils ont répertorié les caractéristiques du vaisseau post-angioplastie ou pré-angioplastie à l'AEBUS. Et donc, ils pouvaient comparer les différents types de plaques pour voir un petit peu quel type de plaque était plutôt susceptible d'avoir cet effet de dilatation résiduelle, retardée. Et donc, du coup, sur l'analyse multivariée, il n'y a pas de différence. Par contre, sur les plaques calcifiées, on voit qu'il y a nettement plus de plaques calcifiées dans le groupe régression, dans le groupe non régression. Donc, ce qui peut montrer, on va en discuter après, que le ballon actif, finalement, sur des plaques très calcifiées, ne pénétrera pas forcément dans la paroi de l'artère et n'aura pas forcément son effet, l'effet recherché qui peut induire cette dilatation retardée. Pour les dissections, donc, c'était comparable. Et il montrait sans différence significative que dans le groupe régression, il y avait des médias qui étaient quand même plus épaisses dans le calcul de l'épaisseur de la média. Est-ce qu'on peut trouver une explication physiopathologique à ça? Je ne sais pas. Les résultats. Donc, AJ1, donc ils avaient 26 000. C'est son résultat. Sur la technique, ils décrivent de quelle façon ils ont préparé l'artère avant de traiter. Non, ils disent juste qu'il y a une prédilatation systématique. Mais ils ne disent pas comment. Ils ne disent pas le diamètre du ballon, ils ne disent pas combien de temps. Ils ne décrivent pas de débulking également, de matériel de débulking, etc. Donc c'est préparation en ballon sans plus de précision. C'est ça. Ils ont pas de scoring ballon. Ouais, il y a le scoring ballon. Un peu de scoring ballon. Et de cutting ballon. Ils l'ont utilisé pour la moitié des patients à peu près. Ah, quand même. Ouais. D'accord. Ici, même plus que la moitié en fait, parce qu'il y en a 15 en fait sur les. Ah oui, j'avais pas vu. Ok, très bien. Ouais. Mais par contre, ils n'écrivaient pas d'atherectomie. Pour les résultats, donc du coup, sténose résiduelle, sur leurs 104 patients, ils avaient 26 patients qui avaient sténose résiduelle AJ1, donc un quart des patients. Au suivi, le nombre de patients qui ont eu un suivi à 6 mois, c'était 21 patients, donc 20% d'accord. Et donc, ceux chez qui on observait une régression de la sténose, c'est-à-dire une diminution du pic systolique significatif, eh bien, il y avait 12 patients parmi les 21, donc un petit peu plus de la moitié. En termes de résultats, il n'y a pas eu d'occlusion aiguë d'observer. Et il y a eu 2 réinterventions dans les 6 mois. Donc, on n'est pas dans des bons résultats au suivi à 6 mois. Quoi.
Là, donc, ils ont mis en fait une espèce de graphique où en fait, donc là, on a le J1, là, on a le M6, et donc on voit un petit peu, là, en fait, chacun des traits, c'est un patient, et on voit un peu la tendance. Bon, sinon, quand c'est ici, on a l'impression que ça régresse beaucoup, mais globalement, il y a une tendance soit à la stabilité, soit à la baisse. Pour discuter, il s'agit de la première étude qui montre une régression des sténoses résiduelles après angioplastie dans le territoire fémoro-poplité au ballon actif. Et donc, c'était plus de 50% des sténoses résiduelles qui n'existaient plus à 6 mois. La perméabilité, bon, elle était plutôt satisfaisante parce qu'il n'y a que 2 réinterventions sur 21 patients et pas d'occlusion. Les calcifications, donc en fait, il y avait plus de calcifications dans le groupe sans régression de sténose. On était à 18% dans le groupe non-régression versus 77% dans le groupe régression avec un P significatif. Comment ça s'explique? Donc, les calcifications, elles font en fait diminuer probablement la diffusion du paclitaxel dans l'artère. Et donc, il pourrait se discuter l'intérêt justement du matériel de debulking avec le scoring et cutting balloon pour pouvoir faire pénétrer éventuellement la drogue dans l'artère. Ça ne ressort pas ici. Mais ça ne ressort pas. Effet dose, l'effet dose, donc du coup, ça c'est l'effet dose. Bon, en gros, ils avaient déjà montré il avait déjà été montré dans les coronaires qu'il y avait un effet dose entre la quantité de paclitaxel et puis la diminution du calibre, la diminution de la sténose à distance. Et donc là, en fait, on utilisait des ballons qui avaient quand même à peu près la même concentration de paclitaxel. Et de toute façon, il n'y a pas de comparabilité entre les groupes parce que en fait, sur les 21 patients, il y en a 19 qui ont eu l'impact et puis il y en a eu 2 qui ont eu l'Lutonix. Donc, de toute façon, c'est pas exploitable. Ensuite, concernant donc les dissections, dans les littératures, on retrouve une corrélation avec des larges dissections qui atteignent la média. Ça pourrait du coup s'expliquer par une augmentation de la diffusion du paclitaxel dans la paroi. Et en pratique, le problème, c'est de savoir ça. En fait, globalement, les dissections sévères, après angioplastie au ballon nu, généralement, on les stent. Donc ça, c'est à discuter. Le stenting versus le ballon actif. Donc, dans la région fémoro-poplitée, l'intérêt du ballon actif, c'est que, contrairement au stenting, c'est qu'en fait, c'est des zones de contrainte, de flexion, de torsion qui induisent de l'inflammation et qui ne sont pas bonnes pour les stents. Le stenting, lui, serait plutôt adapté plus aux lésions calcifiées au vu des résultats. La perméabilité à long terme des stents peut se discuter versus le ballon actif. C'est toujours mieux de ne pas laisser de matériel. Et ce qui aurait un intérêt à utiliser en fait en première intention un ballon actif sur les dissections qu'on observe qui n'ont pas d'imitation de flux ou qui n'entraînent pas une occlusion aiguë du vaisseau pour voir s'il peut y avoir cet effet d'accollement et après du coup l'effet de dilatation retardée. Pour les dilatations, le groupe régression, dans le groupe régression, on avait donc des diamètres d'artères cibles qui étaient inférieurs au groupe non régression. Ils avaient plutôt tendance à être sous-dilatés. Et donc, dans la bonne pratique des dispositifs actifs, il faut faire le diamètre de l'artère cible, le diamètre nominal de l'artère cible. Pour conclure, donc, comme on disait tout à l'heure, première étude qui montre une régression des sténoses résiduelles après angioplastie au ballon actif dans la région fémoro-poplitée. Traitement le traitement au ballon actif, il pourrait induire une régression. Donc, ce qui ressort de cet article, c'est que ça pourrait induire la régression tardive des lésions résiduelles après angioplastie au ballon actif. Pardon. Et donc, est-ce que ce ne serait pas une alternative au stenting? Peut-être de moins stenter, ce sera peut-être un argument supplémentaire. C'est difficile d'appliquer ce principe aux sténoses qui sont très très calcifiées. Et donc, il y aurait peut-être l'intérêt d'une évaluation prospective comparative au vu de cet article pour ajouter une propriété au ballon actif, c'est d'entraîner une dilatation retardée. Voilà. Bon, merci. Question, remarque.
réel. Juste, j'ai pas vu au début, la population, c'est que sur des artères de novo ou c'est. Que des nouveaux, ouais. On n'a aucune indication sur l'évolution de l'altaforme, en quoi il corrèle sa régression, par exemple, de sténose dans l'altaforme. Il n'y a pas de. En fait, j'ai pas mis tout le détail parce qu'en fait, c'était énorme. Mais en gros, il n'y a pas de différence entre les différents stades de Rutherford. Mais dans le. Mais ils l'ont évalué. Et ils ont tous évalué. D'ailleurs, c'est pour ça que le tableau, il est vraiment pas très digeste. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que ça aurait pas été très visible sur la présentation. Donc, il est très intéressant. C'est un peu limité par le nombre de patients. Pour beaucoup de patients analysés, c'est difficile de faire sortir quelque chose. Je trouve que la question est très pertinente. Et je me demande, si surtout, en fait, l'intérêt, c'est des fois, en fait, on met un stent si on voit une sténose résiduelle. Alors qu'en fait, on pourrait se dire que je vois une sténose résiduelle, je mets un ballon actif. Et si le contrôle est bon, bah, en fait, dans 6 mois, ce sera bon pour 60% des patients, je n'aurai pas mis de matériel. Oui, ça dépend de ce que tu disais tout à l'heure, la forme prédisiliale, la capacité de dilatation, si l'artère est déjà à son diamètre nominal ou si tu peux. C'est une évolutivité difficile à prédire quand même. C'est plus sûr. Et puis, il y a un point mécanique. C'est pas assez 50% pour l'instant. 57, là. Il y a un point mécanique, la dissection, on sait très bien que quand il y a un flap de mobilité sur une dissection traumatique, par exemple, il y a un risque de thrombose.